J'ai pris des baffes dans la gueule. 1,52 m pour 45 kg, des parents profs dans le collège où j'étais, plutôt bon en cours, j'étais le profil type de la victime de harcèlement. Un jour, j'étais en 6e, j'attendais tranquillement de rentrer en cours avec les autres élèves de ma classe. Un mec se pointe et me fout une tarte dans la tronche devant tout le monde sans sommation. Il venait de se faire coller par son prof de sport, c'était mon père, il s'est vengé. C'était injuste, c'était sale, mais c'est aussi ça la vie. J'ai tout bien fait en allant le dire au responsable, le mec s'est fait exclure, je suis passé pour un gros lâche, c'était que le début. Mais à un moment, les choses se sont arrangées pour moi. Et ça a commencé le jour où j'ai passé la porte d'un dojo avec la ferme intention de plus me laisser faire. J'avais 16 ans, après j'ai plus eu d'emmerde et j'ai même jamais vraiment eu à me battre, j'avais juste pris confiance en moi et ça a changé mon attitude. Cette vidéo n'est pas un appel à la violence, c'est une mise en perspective d'un problème sérieux sous un angle qu'on n'aborde jamais. Et on va voir en prime pourquoi on l'aborde jamais. Hier, les couloirs de l'école étaient le lieu de toutes les angoisses pour Brian Rinner. Aujourd'hui, il les emprunte régulièrement pour éviter à d'autres d'y subir le même sort que lui. Il y a 3 profils d'élèves, victime, agresseur et observateur. L'observateur fait autant de mal que la personne qui frappe, je dirais même davantage, parce qu'il voit ce qui se passe, mais il ne va pas chercher de l'aide. Là, pour moi, il y a un problème. On est d'accord qu'il est hors de question d'accabler la victime. Mais la déresponsabiliser totalement n'est pas la solution non plus. Ici, on va jusqu'à positionner l'observateur au même niveau que l'agresseur, alors qu'il est peut-être tout simplement terrifié lui aussi. Le problème de cette approche, c'est qu'on cantonne la victime à son rôle de victime. On lui fait engrammer qu'elle a besoin des autres pour s'en sortir. On lui fait croire qu'elle n'a aucun moyen d'action à son niveau. Ce schéma risque de s'implanter durablement chez la personne et aller jusqu'à créer un SSPT, syndrome de stress post-traumatique. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un Brian traumatisé à vie. Quand on s'acharne à te détruire psychologiquement, t'en viens à... En tout cas, moi, j'en suis venu à me dire qu'il valait mieux en finir. Alors, comment sortir de la posture de victime? Pour ça, il faut comprendre le mécanisme du harcèlement. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Qu'on parle de harcèlement sexuel, moral ou scolaire, le principe est le même. Le contexte est différent, mais les techniques qu'on va voir pour y faire face fonctionnent dans tous les cas. Dans cette vidéo, on parle plus spécifiquement du harcèlement scolaire, parce que j'ai jamais été harcelé sexuellement. Et là, j'ai un scoop, le harcèlement, ça a toujours existé. C'est même un processus qui à la base a un intérêt évolutionniste. Ça permettait de tester la force des membres d'un groupe, d'endurcir les plus faibles et d'exclure les trop faibles qui auraient mis en danger le groupe. Oh mec, c'est horrible ce que tu dis! À quel moment t'as pensé que la nature était sympa? Selon ce processus, celui qui se vit comme une victime et qui n'est pas arrivé à résister se sentira inconsciemment comme défaillant. Voilà le protocole actuel. Je suis une victime, je dois en parler. Oui, il faut le faire, ça demande déjà du courage. Mais est-ce qu'il faut se contenter de ça en priant pour que les institutions fassent leur travail et que ça nous retombe pas dessus encore plus fort? À quel moment il est normal de déléguer sa propre sécurité? À quel moment il est normal de s'en remettre complètement à l'autre ou à une institution pour préserver son intégrité morale ou physique? Est-ce que dans la vie, il y aura toujours quelqu'un derrière nous pour nous aider en cas de problème? Est-ce qu'on ne serait pas en train de créer une société de méduses assistées? Ma vision, c'est que l'individu harcelé peut passer du statut de victime à celui de résistant. Le résistant, c'est celui qui tient tête à son agresseur. Le résistant a peur, comme la victime, mais il surpasse sa peur pour agir. Le résistant signifie à son agresseur que s'il continue, il y aura un prix à payer. Peu importe le prix, la répartition des forces ou la nature de la répression, l'agresseur comprend que ses actes ne sont plus sans conséquence et ça change toute sa perspective. La plupart du temps, il estimera qu'il aura plus intérêt à changer de victime qu'à insister sur un individu devenu trop revêche. Tout le travail va se faire au niveau de la peur, car si l'individu victime de harcèlement n'agit pas, c'est parce qu'il a peur. Peur pour son intégrité physique, peur d'être rejeté encore plus, peur pour son statut social ou professionnel dans le cas de harcèlement moral au travail.
Ce sont les peurs les plus archaïques de l'humanité, donc les plus dures à surmonter. Mais c'est aussi ce qui fait la différence entre celui qui subit sa vie et celui qui la contrôle. J'ai un avis un peu radical sur la question. Je pense que les traumas de notre histoire, et notamment la Seconde Guerre mondiale, ont amené l'humanité à viser un modèle de société sans violence. Dans ce sens, les courants de pensée majoritaires actuels tendent à vouloir éradiquer toute forme de comportement belliqueux en amenant les individus à déléguer leur sécurité et la résolution de leurs conflits à une entité exclusive dans le but d'harmoniser les réponses et juguler les déviances. Les lois sur la légitime défense deviennent de plus en plus restrictives et quand on y regarde de plus près, on se demande si agresser quelqu'un ne devient pas une affaire rentable, quelle qu'en soit l'issue. Si l'agression réussit, l'agresseur a dépouillé la victime de ses biens, et si l'agression échoue parce que la victime ne s'est pas laissé faire, l'agresseur pourra porter plainte et demander à être dédommagé. Si l'éradication de la violence pour une vie meilleure est une intention louable, elle repose néanmoins sur une évolution de l'humanité vers plus de maturité pulsionnelle. Et même si des progrès notables ont été réalisés ces dernières années, elle n'en reste pas moins extrêmement utopiste et résonne plutôt comme une négation de ce qu'est encore l'être humain en 2023. C'est ce que Nietzsche appelait la morale des faibles. En d'autres termes, je pense que juguler l'instinct naturel qui consiste à se défendre quand on est attaqué est une erreur. Je pense au contraire qu'il faudrait chercher à le développer et ce pour plusieurs raisons. Les recherches sur les syndromes de stress post-traumatique ont montré que c'est le sentiment de n'avoir pas pu agir qui est à l'origine du syndrome. Le cerveau rejoue alors inlassablement la scène pour permettre à l'individu d'agir, ce qui est bien sûr impossible a posteriori. Résister, c'est faire preuve de combativité et c'est une qualité importante pour réussir dans la vie et être heureux. Inciter à ne pas agir par soi-même, c'est museler parfois pour toujours cette combativité. Ne pas résister, c'est inciter l'agresseur à multiplier les comportements d'agression. Inciter à la délation plutôt qu'à l'action, c'est créer des individus faibles. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. J'ai comme l'impression qu'on va vers des temps difficiles. Alors parfois oui, le fait de résister peut avoir des conséquences, le résistant peut se faire malmener. Mais j'ai la conviction qu'à 13 ans, il vaut mieux avoir un cocard à l'œil que l'envie de prendre une boîte de cachet. Une attitude confiante est souvent la solution. Regarder les gens dans les yeux, se tenir droit, les épaules en arrière et la tête haute. Ça génère une impression de confiance en soi et sort la personne de sa posture de victime potentielle. Tout le processus repose sur la peur qu'éprouve la personne qui subit le harcèlement. Le coût de la résistance est estimé comme supérieur au coût de l'inaction. Par exemple, à l'époque, je pensais que ça me coûtait moins d'être humilié que d'être frappé, ça me faisait moins peur. Cette estimation est fausse parce que le coût d'un harcèlement à répétition sera toujours plus important que celui d'une action qui le stopperait net, même si elle implique une confrontation physique. On peut donc questionner la peur et travailler sur de la visualisation. Dis-moi en commentaire si cette partie t'intéresse, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet. Le processus de harcèlement va souvent crescendo. C'est parce que l'individu harcelé ne répond pas que le harcèlement s'intensifie. La réponse doit intervenir dès le premier comportement toxique. La réponse doit être graduelle. On peut l'envisager en 3 étapes. 1. Demander gentiment et poliment d'arrêter. 2. Exiger fermement que la situation cesse. 3. Agir en conséquence pour que la situation cesse. Prévenir permet de ne pas devenir l'agresseur. C'est important et la frontière est mince. Le monde n'est pas dualiste avec d'un côté les gentils agressés et de l'autre les méchants agresseurs. Beaucoup de personnes ont été à la fois harcelées et harceleurs en fonction des situations. Même moi et même toi, réfléchis bien. Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale, mais que les tendances actuelles ne vont pas dans le bon sens. Je ne crois par contre pas qu'on puisse tout régler soi-même et il est important de libérer la parole à ce sujet. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre que les autres, l'État ou les institutions règlent tous nos problèmes à notre place. Pour moi, il faut avoir à l'esprit qu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et c'est une bonne chose parce que ça nous permet de garder une part de contrôle sur notre vie. Je terminerai en disant que le vrai courage, c'est de faire ce qu'on a peur de faire. La vraie indépendance, c'est de ne pas attendre des autres qu'ils fassent à notre place. La vraie force mentale, c'est de regarder nos problèmes en face et d'y trouver des solutions qui ne dépendent que de nous.
Être un résistant, c'est d'abord un état d'esprit qui peut s'acquérir et se transmettre.